On me dit que Karim Tabou est avec nous, coordinateur national de l'UDS, et il est avec nous depuis Alger. Si Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Merci. Toutes mes salutations à M. Ali Laskri, Al-Qadi Hassan, et à tous les invités, à tous les téléspectateurs. Merci à vous, Karim. Monsieur Tabou, si on revient un peu sur la journée d'hier, vous avez donc marché à Bouira. On a entendu le peuple sconder, surtout aussi là où vous avez marché, Makash Intikhabat Ma'al Isabat. Bien sûr, le régime parle, ou le pouvoir parle de cette élection du 12-6. On me dit, je ne sais pas si cette information est confirmée, que le FFS a voté donc, pour ne pas participer à cette élection. Donc, il a la décision, je ne suis pas très sûr de cette décision et je dois parler donc au conditionnel, on doit me confirmer cette information. Karim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez d'abord si elle est confirmée cette décision du FFS et aussi comment vous l'avez vécu la journée d'hier? D'abord, concernant le FFS, je n'ai pas le droit au nom des militants du FFS. Toutefois, je serais personnellement très heureux que le FFS décide de bouder cette élection parce qu'au fait, dans ce pays, il y a deux cohérences. La première cohérence, c'est la cohérence du pouvoir. Il fait tout depuis le 22 février 2019. Il manœuvre, il fomente toutes sortes de scénarios à l'effet de se maintenir. C'est une cohérence. C'est dans cette logique-là qu'il a organisé une fausse élection présidentielle, une fausse constitution qui n'est pas différente des précédentes, puisque ce n'est pas le peuple algérien qui a réfléchi et qui a rédigé cette constitution. Et aujourd'hui, il aboutit à l'étape d'après, qui fait qu'il reprend, il essaye de reprendre ses forces, il essaye de renouveler sa façade de l'intérieur, tout en dressant tout cet arsenal juridique, politique, institutionnel contre la volonté du changement exprimée par le peuple. De l'autre côté, il y a une cohérence, c'est la cohérence de tous ces Algériens, femmes et hommes, jeunes étudiants, enseignants, avocats et toutes les couches populaires qui ont mis fin définitivement à travers le Hirak au mensonge et à la mise en place et en mise en scène que faisait le pouvoir depuis toujours et qui ont finalement abouti au maintien du pouvoir. Dans un pays où on organise un tel nombre d'élections et aucune de ces élections n'a consacré le principe fondamental de la démocratie, à savoir l'alternance au pouvoir, il est clair aujourd'hui, il y a deux types d'élections dans un pays. Dans un pays démocratique, on fait une élection pour faire accéder le peuple à l'exercice de sa souveraineté, de son droit de s'occuper lui-même de ses propres affaires. Il y a les pays de dictature comme le nôtre. Le pouvoir organise les élections pour donner l'apparence que c'est le peuple qui décide, mais en fait, il construit tout sur une base fausse, sur une définition fausse de la démocratie, parce que les gens du pouvoir considèrent que la démocratie, c'est de faire croire au peuple que c'est lui qui le gouverne. Mais en réalité, à travers une élection, une fausse élection, et à travers des manœuvres, je pense personnellement, j'ai mis un avis personnel concernant le FFS, selon ma connaissance de certaines connivences que peuvent avoir certains cadres du FFS avec des gens du pouvoir, le ministre actuel de l'information, porte-parole du gouvernement, n'est pas très loin de ce qui se passe au FFS. Il compte bien des amis dans la direction du FFS et c'était lui-même qui a arrangé la rencontre entre le FFS et le chef de l'État désigné. Donc la manœuvre continue, bien sûr, avec un fond de promesses
que ces gens-là vont avoir des avantages, à savoir peut-être un nombre considérable de sièges et pourquoi pas des portefeuilles ministériels à l'avenir. Mais la vie d'un parti, l'histoire d'un parti, le combat de décennies mené par Aït Ahmed et par des militants qui, beaucoup d'entre eux sont morts sans avoir assisté, sans avoir réalisé le rêve de leur combat, à savoir consacrer la volonté populaire, arriver à la démocratie, arriver au respect des droits de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, il est du devoir moral et politique et historique et de respect à tous les sacrifices consentis, de rester serein, de mener ce combat. Nous avons conscience que ce combat bute sur des problèmes, bute sur des embûches, est-ce que vous bute pensez, sur des obstacles. Karim Tabou, est-ce que vous pensez que le Hirak est en train de mener ce combat? Le Hirak, on est une des expressions de ce combat. Moi, j'aurais personnellement souhaité que les partis politiques puissent opérer des révisions déchirantes pour se mettre en cohérence avec le Hirak. Lorsque dans un pays quelconque, vous avez des partis politiques qui prétendent défendre les intérêts de la nation, défendre les intérêts des citoyens, dans la logique des choses, un parti politique peut se tromper de lecture, un parti politique peut se tromper de stratégie, un parti politique peut même se tromper d'objectif. Mais lorsque vous voyez des millions descendre dans la rue, la logique vous oblige à faire des révisions de votre lecture et de votre analyse. Et les Algériens sont sortis. Non seulement ils ont demandé le changement, mais ils ont voulu que ce changement puisse être accompagné par les partis politiques, par les personnalités, mais qui respectent les revendications du peuple algérien. Malheureusement, nous avons une classe politique qui sert beaucoup plus de représentants du pouvoir dans la société qu'ils sont dans la démocratie, qui devaient être des représentants du peuple dans les institutions. Dans ce pays, on a inversé les rôles. On en a fait des partis politiques, des amplificateurs du discours du pouvoir. On en a fait de la presse des amplificateurs du discours du pouvoir. On en a fait de la mosquée un lieu d'amplification du discours du pouvoir. Lorsque vous avez un pouvoir qui ligote la société, qui contrôle l'université, qui contrôle la mosquée, qui contrôle la justice et qui arrive jusqu'à contrôler les partis politiques, ça demande vraiment la population, la mobilisation de tous. Et je pense l'incapacité des partis politiques à eux seuls, l'incapacité de l'élite à elle seule à défier le sous-développement a fait que c'est tout le peuple qui s'est révolté. Et je pense que ça devait, bien au contraire, servir de point d'appui important pour tous ceux qui ont le savoir, qui ont la connaissance, qui ont l'expérience pour aller vers le changement. Karim Tabou, si on revient un peu à ce qu'a dit Ihsan Al-Qadi, qui a dit que le régime ou le pouvoir a plus de soucis que le Hirak, si on peut dire. Est-ce que vous pensez que les Algériens ont fait, si on peut dire, le consensus, surtout quand il s'agit de Yetna Haouga ou le changement radical du système? Oui, je pense que les Algériens sont tous d'accord et je rejoins ce que vient de dire Ali Laskri sur la question. Et d'ailleurs, dans des partis politiques aujourd'hui, il y a des militants qui résistent, qui livrent une bataille acharnée contre les relais du pouvoir. Et quand j'entends que des barrages sont dressés pour filtrer, pour passer au peigne fin les cadres du parti, cela veut dire qu'arracher le FFS des mains, des griffes de ce pouvoir, et en lui-même un combat qui nécessite et qui demande des hommes et des femmes qui devront le mener. Et sur un autre plan, bien sûr qu'il y a également une cohérence et un consensus, quoique nous avons conscience que ce consensus demande une imagination, un sens d'imagination pour rendre opérationnelles nos idées.
Nous avons de bonnes idées. Nous proclamons des principes universels. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'aller vers un état de droit. Mais la mise en place d'un processus pour trouver des mécanismes pratiques, cela demande un effort supplémentaire pour débattre, pour trouver le meilleur consensus possible. Mais en tout cas, le peuple algérien, à travers les militants, à travers le Hirak, il a libéré, et je reprends le mot de M. Ali Laskri, il a décomplexé la situation. Par le passé, le pouvoir a dressé des frontières entre les uns et les autres. Il a rendu impossible le dialogue politique, il a rendu impossible le dialogue social. Et il a utilisé, comme vous le savez très bien, de par son illégitimité et ses moyens de propagande, il a fait appel à, entre parenthèses, à une élite vendue au pouvoir et qui proclamait partout et qui donnait de l'ampleur à des petites divergences. On peut diverger, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre d'idées, mais c'est le propre de la démocratie. La démocratie ne consiste pas à dissoudre les différences. La démocratie, bien au contraire, elle revendique, elle met en avant le principe des pluralismes, tous les pluralismes, le pluralisme culturel, le pluralisme cultuel, le pluralisme médiatique, le pluralisme politique, le pluralisme linguistique, c'est ça la démocratie. Et le pouvoir a voulu insinuer, passer dans la société l'idée qu'il est le seul à protéger la démocratie. Par le passé, il a utilisé le scénario de la confrontation directe avec les islamistes en essayant de vendre à l'Occident et en essayant de vendre l'idée qu'il est le seul capable de protéger la démocratie. Or, la réalité, la démocratie ne peut être protégée que par la démocratie. La liberté ne peut être protégée que par plus de liberté et pas le contraire. On ne peut pas protéger la démocratie en essayant de fermer tout et en mettant la société sous surveillance, sous état d'urgence, sous interdiction de tout, et à la fin, on va nous retrouver bien sûr avec, entre guillemets, une élite qui a passé son temps à murmurer la démocratie derrière les chars, à rester aux côtés du pouvoir et à vendre à l'Occident l'idée que le peuple algérien n'était pas digne de confiance. Et que le peuple algérien, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il ne sait pas voter. Ce mensonge a été démoli par le Hirak qui a vu la participation de tous les Algériens, de toutes les tendances, qu'elle soit la femme en mini-jupe ou la femme bel-hijab, ou avec les barbus, avec les non-barbus, avec les féministes, avec les laïcs, les démocrates, les islamistes, les travailleurs, les chômeurs, tout le monde était d'accord pour engager cette bataille du changement, pour se sortir de la dictature, se sortir du sous-développement, parce que c'était ça l'essentiel. Et que le pouvoir continue de dresser les uns contre les autres. Il a bien vendu l'idée aux jeunes du Sud que le problème n'étant pas la dictature, que le problème n'étant pas l'injustice sociale. Il leur a vendu l'idée que ce sont les Kabyles et les Algérois qui viennent travailler à son attraque qui a pris vos places. Il a bien essayé de dire aux Algérois que vous êtes les Algérois et vous êtes différents des autres régions, vous devez vous organiser autant que tel. Il a bien considéré que la Kabylie est une zone particulière, donc il faut lui administrer un traitement particulier. Il a bien considéré les Mozabites comme une minorité assiégée au milieu du Sahara avec des conditions difficiles. Mais finalement, le Hirak a bien levé ses frontières, a bien levé les rideaux. Et les Algériens se sont rendus compte que les jeunes du Sud, les jeunes de la Kabylie, les jeunes de l'Est, le jeune de l'Ouest, et les femmes, et les enseignants, et les médecins, et tous ces Algériens sont tout simplement sous la dictature et qu'ils doivent absolument réorganiser leurs priorités, réordonner
leur priorité pour dégager des perspectives de combat. Et je pense que est-ce que vous pensez que là, est-ce que vous pensez qu'on parle d'un idéal quand on parle du Hirak? C'est comme si c'était un mouvement idéaliste. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des problèmes même au sein du Hirak? Ihsan Qadi, on en a parlé peut-être dans sur cette chaîne il y a quelques semaines de ça, quand il avait parlé qu'une certaine catégorie de la société algérienne a pris un peu le recul par rapport donc à ce Hirak, parce qu'il a dit qu'il y avait des idées ou des slogans qui étaient un peu contraires, si on peut dire, au principe de cette révolution. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire m'aurait étonné parce que le mouvement du Hirak est d'essence démocratique. Ça veut dire d'essence démocratique, c'est qu'il y a plusieurs idées, plusieurs opinions. S'il n'y avait pas ça, on aurait reconstruit un autre parti unique, une autre pensée unique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le problème d'idéalisme ou de... Le Hirak a porté un rêve. Le Hirak a porté un espoir. Essentiellement au début d'une jeunesse qui n'a pas vécu la décennie noire, qui n'a connu que Bouteflika et la corruption et le mensonge et la triche et le détournement du suffrage universel. Parce qu'un jeune né en 1990, il avait 9 ans lorsque le pouvoir a ramené Bouteflika. Et s'il avait 9 ans en 99, plus les 20 années de Bouteflika, il aurait vécu 30 années de sa vie dans le mensonge, dans la corruption, dans tout ce qui fait de ce pays un pays sous-développé. Donc très clairement, il y a une élite, entre guillemets, qui veut tout simplement modifier cette image-là, cette réalité-là, en faisant appel à travers j'allais dire des recettes vieilles, nous les connaissons bien. Et ils veulent opposer les uns aux autres et en faire de la différence. Dans la démocratie, on peut être différent, mais cela ne justifie pas le fait d'attaquer les uns et les autres et d'oublier l'objectif initial, primordial, important, à savoir tout faire pour dégager ce pouvoir, dégager par la suite des perspectives démocratiques communes, établir des règles du jeu, donner toutes les garanties possibles à tout un chacun, à la majorité comme à la minorité, préserver le cadre républicain dans lequel va se dérouler la vie institutionnelle, la vie politique, et remettre l'État dans ses fonctions importantes, essentielles, à savoir l'État doit appartenir à la nation, elle doit être là pour respecter et faire respecter les libertés de tout un chacun. Ce n'est pas un rêve, il est réalisable. En tout cas, ce n'est pas un rêve. Les Algériens, ils sont décidés à arracher ce droit. C'est ça l'indépendance, la définition de l'indépendance, la définition de la démocratie, la définition, c'est tout simplement donner pour la première fois aux Algériens le droit d'avoir des droits, comme l'a si bien dit Sil Hussein, le droit de disposer d'eux-mêmes, de leur avenir, de leur présent et de leur destin. Karim Tabou, Ihsan Qadi est en train de dire qu'on a un problème avec l'élite en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Moi je suis d'accord sur le constat que mon ami Qadi Hassan a adressé, mais je ne suis pas d'accord sur l'interprétation qu'il donne, parce que le fait que le FFS, par exemple, est en train de mener un débat, oui, dans une situation naturelle, on aurait dit que ça participe du débat démocratique. Mais dans la situation actuelle, je pense qu'il fallait voir la chose de l'autre côté, c'est qu'il y a une contre-révolution qui est menée et il y a des gens qui passent par un débat et c'est la bonne santé démocratique pour mettre en échec la contre-révolution. Vous voyez le génie de ce pays, le génie de ce peuple est que le pouvoir se suffit de gagner des appareils
de manigancer avec des appareils et que le peuple reconquit le terrain à travers le débat. Vous voyez la différence? Vous imaginez la direction d'un parti qui vient avec l'idée toute faite qu'ils vont participer et qu'ils butent sur un hirak. Même ce qui se passe au FFS, c'est un hirak. Le débat, la résistance des militants est un vrai hirak. Et qu'ils ont voulu adresser le message non pas à la direction du FFS. La direction du FFS est constituée de militants du FFS. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils ne seront pas là. Mais le message qui a été porté par les militants du FFS est adressé pour le pouvoir. Donc le problème n'étant pas entre les militants du FFS et la direction du FFS. Le problème, il est entre les militants du FFS et le pouvoir à l'intérieur du FFS. Et c'est ça le génie de la démocratie, le génie de ce hirak, et qu'il arrive à mettre en échec des scénarios pour lesquels le pouvoir mobilise des moyens matériels énormes. Et j'apprends de la bouche d'Ali Laskri qu'il y a eu des barrages qui passent au peigne fin, même l'identité des personnes qui vont aller, et qu'il y a des membres du Conseil national qui ont été empêchés de participer à ce débat. Malgré cela, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est toujours dans la logique d'appareil, la démocratie d'appareil, entre guillemets, faire semblant, donner l'apparence que, en fait, le pouvoir, ce qui l'intéresse n'étant pas l'UFFS dans son discours, dans ses militants. Ce qui l'intéresse, c'est le label. S'il arrive à inclure le non-FFS, avec tout ce que le non-FFS résonne comme symbolique, comme histoire, comme capital politique, le pouvoir veut utiliser cela. Et je pense que les militants du FFS n'ont pas répondu à d'autres militants du FFS. Ils ont mené un combat contre le pouvoir. Et ils sont à saluer sur cette question-là. En tout cas, le peuple algérien, on a fait déjà un miracle en 1954 que de s'être libéré d'un colonialisme, d'une puissance militaire et politique de l'époque, une des plus grandes de toute la Méditerranée. Donc l'Algérie, le peuple algérien est capable de se sortir du sous-développement et du piège d'un régime qui a fait qu'un pays qui dispose de toutes ces richesses, qui aurait pu être le leader dans toute la Méditerranée, y compris la rive nord de la Méditerranée, malheureusement, vous voyez bien dans quel état nous pataugeons encore. Et le pouvoir en est le seul responsable de cette situation. Bien sûr que le compromis historique, c'est un mot, c'est un concept qui était très cher à Hussein Ahmed, et il a plusieurs fois interpellé les vrais décideurs du pays. Je parle bien des vrais décideurs. On est encore dans cette formulation de vrais décideurs. Le chef de l'État est-il un décideur? Ce n'est pas le cas. Et nous l'avons vérifié plusieurs fois. Le ministre de la Justice a-t-il un pouvoir quelconque? Vous imaginez un procès dans lequel un général en fuite a été condamné à 20 ans de prison, à moins de 2 mois du verdict, de la proclamation du verdict. Il rentre au pays dans un avion présidentiel. Vous pensez que le juge et le ministre de la Justice sont capables de faire quoi que ce soit devant la puissance des vrais décideurs? Un compromis historique suppose, de mon point de vue, d'abord l'existence d'une vraie volonté politique, mais malheureusement, je le dis avec beaucoup de dépit, nous sommes en face de détenteurs de pouvoir qui n'ont pas le minima de la culture de l'État. Ce ne sont pas des hommes d'État. Au contraire, ils considèrent que l'État est leur propriété et que le peuple algérien est un troupeau de moutons. Si nous continuons encore à avoir un tel rapport à la société et que l'État soit un État contre la société, le compromis entre qui et qui, le vrai compromis qui va prendre
prendre une dimension historique serait tout simplement de restituer l'État à la nation, de remettre le droit aux Algériens de décider eux-mêmes de leur avenir. Tant qu'il y a des gens qui continuent de dire que nous sommes les protecteurs de ce pays, les seuls protecteurs, tant qu'il y a des gens qui continuent de dire que le peuple algérien n'est pas digne de confiance, tant qu'il y a des gens qui considèrent que le peuple algérien ne sait pas choisir, à ce moment-là, il sera difficile et les luttes devront être des luttes décisives. Et voilà la réalité, elle est dure. Elle est dure. Mais les Algériens et les Algériennes, l'élite et le Hirak et tous ceux qui s'inscrivent justement dans ce processus-là devront savoir que la lutte va être acharnée, que la bataille sera rude, que la lutte sera difficile. Mais il n'est pas impossible. Les Algériens ont réalisé des miracles. Ils peuvent encore en réaliser d'autres. Merci à vous, Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS qui était avec nous. Merci à M. Hassan Radi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui était avec nous depuis Alger via Skype. Merci à Ali Laskri, ex-coordinateur du FFS, qui était avec nous aussi. Merci à vous, Maître Belkacem Net Salah, avocat militant des droits de l'homme, qui était avec nous depuis Hollande. Merci d'avoir suivi cette émission. Atakoum Saha, bqaw ala khair.